RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La garde républicaine a reçu les félicitations du président de la République pour sa sécurité et celle des Jeux de la francophonie. Peter Tiani a été auditionné au commissariat général de la PNC par la commission d'enquête sur l'assassinat de Chérubin Oukende, ce qui est assez surprenant et en tant que renseignant qu'il est censé être, il a été ramené dans les locaux du commissariat provincial. Là, c'est Maître Hervé Diakessé, son avocat, qui l'a déclaré. Guerre dans l'Est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi condamne le regard coupable et complice des forces de l'EAC face aux agissements du Rwanda et du M23. Guerre du M23 toujours, alors que Kinshasa refuse de négocier avec les rebelles soutenus par Kigali. Les USA, à travers un communiqué de l'ambassade des États-Unis, maintiennent que la meilleure solution à la crise dans l'Est de la RDC est diplomatique. Merci, messieurs, dames, de faire confiance à Grande Tribune. Nous sommes le lundi 21 août 2023. Le débat sera essentiellement, je veux dire uniquement juridique. Nous recevons à nouveau deux professionnels du droit, un professeur et un chercheur qui sont également avocats, avec qui nous allons échanger autour de l'épineuse question qui fait polémique, qui ne cesse de faire polémique entre différents professeurs et professionnels du droit. La question du juge pénal, d'un ancien Premier ministre et d'un ancien président de la République. Eh bien, comme vous le savez, le procès, comme je l'ai dit tantôt, le procès de l'ancien Premier ministre Augustin Matata s'ouvre donc aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. On vous tiendra informé certainement demain de l'évolution de ce procès qui s'ouvre. Alors, je reçois deux avocats et professionnels du droit, un professeur et un chercheur. Je commence par le professeur Carlos Mopili, professeur de droit pénal. Vous enseignez également à l'IFASIC. Vous avez fait une thèse en France, à Paris. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois dans Grande Tribune. Merci beaucoup. Bon, une petite correction. J'ai soutenu ma thèse au Congo, mais j'ai validé mes deux Master 2 à l'étranger, en France, dont le droit international public et section droit international de l'environnement en 2012 et puis en 2014 le droit du numérique. Mais c'est l'année prochaine que je vais soutenir ma thèse à Pathé-Ouassas, donc à Paris 2, en droit international public. Et je ne suis pas seulement enseignant du droit pénal, j'enseigne aussi les droits publics, comme le droit international, d'autant que j'ai passé toutes mes années à apprendre les différentes branches de droit. Merci beaucoup, professeur. Maître Godefroy Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, également chercheur. Merci beaucoup également de faire partie de cet échange de ce matin. Oui, merci bien. C'est moi qui vous remercie. En même temps que je salue tous les téléspectateurs ainsi que mon co-débatteur, le professeur Mopili. Carlos. Merci beaucoup, messieurs, dames. Voilà, on va lancer le débat. Nous allons partir de cette question. Monsieur Matata Pogno récuse la Cour constitutionnelle. Il dit qu'il ne peut pas répondre de ces faits dont on le reproche devant la Cour constitutionnelle. Que répondez-vous, vous, maître Godefroy Ilunga? Bon, en fait, je pense que tout part d'une stratégie savamment orchestrée, bien que certains dont j'ai suivi les paroles, comme Maître Oscar Moubiaï, pensent que le Congo ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je suis en train de voir dans sa démarche une stratégie. Et c'est un piège pour la Cour constitutionnelle.
Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent, abordent, n'est-ce pas, ces sujets qui fait couler, comme vous avez dit, beaucoup d'encre et de salive, s'arrêtent à 2 arrêts. 2 arrêts. Mais moi, je dirais que il y a déjà pratiquement 5 arrêts dans cette affaire, Matata Ponyo. Il y a un arrêt qui n'est pas très connu du public. C'est l'arrêt R11 1639, rendu en date du 14 septembre 2021. Et là, c'est le sénateur Matata Ponyo qui est à la manœuvre. Lorsque le procureur général saisit le Sénat d'une demande de lever des immunités et que celle-ci est donnée finalement par le bureau du Conseil, et plutôt du Sénat, profitant de la période de vacances parlementaires, Matata, le premier, saisit la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de, d'une part, la demande qui avait été faite par le procureur général et d'autre part de l'autorisation qui avait été donnée par le Sénat. Lorsqu'il arrive là, quels sont les moyens développés par Matata? J'en prends un seul. Voici ce qu'il dit. La décision, je l'ai ici. Pour Matata. Ce moyen est tiré de l'article 19, alinéa 1er de la Constitution. Que nul ne peut être contre son gré du juge que la loi lui assigne. Et la Cour poursuit. Les sénateurs Matata poursuit par la plume de ses conseils, attendu que cette décision soustrait le sénateur de son juge naturel lui assigné par la Constitution en son article 153 alinéa 3.1 qui dispose: dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. En autorisant les poursuites contre le requérant devant le procureur général près la Cour constitutionnelle, lui qui est sénateur, et en faisant application des articles 217 et 2 intérieur du Sénat déclaré conforme à la Constitution suivant l'arrêt R11 967 du 1er juillet 2019, la présente décision attaquée est prise en violation de droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, la première logique de Matata ici, c'est que c'est la Cour de cassation qui devait être son juge. Le fait donc que le procureur général, près la Cour constitutionnelle plutôt, avait saisi le Sénat et que celui-ci avait autorisé les poursuites par le procureur général près la Cour constitutionnelle, ça revenait à le soustraire de son juge naturel. Ici, il n'a pas dit qu'il n'a pas un juge naturel. Il dit que les juges qui lui est assigné par la Constitution, l'article 153, parce que d'après lui, la Cour de cassation juge, n'est-ce pas, les membres et les députés, les parlementaires. Les parlementaires. Donc. La Cour n'a pas pu statuer sur ce moyen. Elle a rejeté tout au moins les seuls 2 moyens sur lesquels elle avait statué. C'est ainsi que la procédure poursuivra son cours et le dossier sera finalement fixé devant la Cour constitutionnelle sous RP 0001. Arrivé là-bas, Matata revient à la charge avec pratiquement le même moyen, parmi tant d'autres. C'est que pour lui, la Cour constitutionnelle est incompétente. La Cour constitutionnelle tombe dans ce piège. Voilà le piège. Lequel? C'est que pour elle, n'est-ce pas,
les articles 163 et 164 de la Constitution n'étaient pas applicables à un ancien Premier ministre. Ces articles n'étaient applicables qu'à un Premier ministre en fonction. Est-ce qu'on peut lire ces articles-là rapidement? L'article 163 dit ceci, je vais les citer de mémoire. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre dans les cas et conditions fixés par la présente Constitution. Ça, c'est l'article 163. L'article 164 dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur et à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les infractions de droit commun commises dans ou à l'occasion de leurs fonctions. Elle juge aussi les coauteurs et les complices. Voilà, pour la Cour constitutionnelle, ces deux dispositions-là s'appliquent seulement au président de la République, au Premier ministre en fonction. Donc c'est comme pour dire que les termes président de la République et Premier ministre utilisés dans ces deux dispositions ne s'appliquaient qu'à ceux en fonction. Voilà comment la Cour s'y est prise. D'accord. Et la Cour dit que il redevient, qu'il bénéficiait pour l'ancien Premier ministre, parce qu'il s'agissait de lui, il bénéficiait d'un privilège de juridiction, donc consacré par ces deux dispositions-là, mais qu'une fois sorti des fonctions, ce privilège de juridiction devait s'arrêter aussi. C'est l'intéressé juridictions ordinaires. Et soit dit encore en passant, lorsque vous lisez l'arrêt qui est dit Kalouba, c'est en cause, celui-ci dit que le président de la République et le Premier ministre ne bénéficient pas de l'immunité absolue. Je crois que mon estimé confrère, c'est ce qu'on appelle immunité absolue. Il est pénaliste. L'immunité absolue, c'est l'irresponsabilité. Parce que lorsque vous étudiez les immunités, il y en a de deux sortes. Il y a des immunités de fond qui sont absolues et qui sont permanentes. C'est l'irresponsabilité. Et il y a des immunités de procédure qui sont l'inviolabilité ainsi que le privilège de juridiction. Alors pour la Cour, une fois sorti des fonctions, il n'est plus Premier ministre en fonction, donc ces dispositions doivent être applicables à lui. Moi j'ai dit que cette façon de voir de la Cour revenait à une très mauvaise interprétation de la Constitution. Il y a des arguments qui ont été avancés. Je crois, si mon estimé confrère revient sur ça, alors je vais les aborder. Mais qu'au moins, je puisse revenir sur le fait que ça, c'est une mauvaise interprétation. Pourquoi? Elle s'est contentée tout simplement de l'interprétation littérale. Mais lorsqu'on interprète, on ne doit pas seulement s'arrêter, n'est-ce pas, à ce qui est écrit. Il faut placer la disposition dans le contexte, dans le système. Pourquoi? Parce que les dispositions constitutionnelles ne sont pas isolées. Il faut les lire parfois les unes à la lumière des autres. Mais lorsque vous lisez l'article 99 de la Constitution, je vais chuter là-dessus, lorsque vous lisez le dernier alinéa, vous allez voir que lorsque le Premier ministre termine son mandat ou sort de ses fonctions, il est obligé de faire ce qu'on appelle la déclaration du patrimoine familial. Mais s'il ne fait pas cette déclaration, c'est le premier cas, dans les 30 jours de la fin, n'est-ce pas, des fonctions, ou
il fait une déclaration frauduleuse dans le même délai, ou bien on constate qu'il s'est enrichi illicitement, et je vais m'arrêter au cas de l'enrichissement illicite. Lorsqu'il s'est enrichi illicitement, la Cour constitutionnelle est saisie. Elle est saisie en quelle matière? C'est en matière pénale. L'enrichissement illicite d'un Premier ministre ou d'un président de la République c'est une infraction. On peut les poursuivre pendant qu'ils sont en fonction, ou bien on peut à la sortie, n'est-ce pas, de leur fonction. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on demande qu'ils puissent déposer leur déclaration de patrimoine. C'est pour comparer les deux, le patrimoine à l'entrée en fonction et le patrimoine à la sortie. Alors, lorsqu'il se dégage un enrichissement illicite, on poursuit l'intéressé. On va le poursuivre devant quelle juridiction? C'est devant la Cour constitutionnelle. Alors, c'est que l'article 99 là, c'est une disposition qui interprète. C'est pourquoi j'ai dit les dispositions de la Constitution s'interprètent les unes par les autres. L'article 99 interprète l'article 163 de la Constitution. Très bien. Donc, quand on dit président de la République, la Cour constitutionnelle et les juges du président de la République ou du Premier ministre, on n'a pas dit que c'est du président de la République ou du Premier ministre en fonction. Et là, je vais ajouter, il y a Verdussen, c'est un auteur belge, qui a dit que même s'il sort des fonctions, les poursuites contre lui sont des poursuites contre un ministre. Ok. Ça, c'est Verdussen. Verdussen. Un professeur de droit belge. Belge. Alors, il y a mauvaise interprétation des articles, professeur. 22 minutes. Vous l'avez laissé libre. Non, vous avez dit... Non, 22 minutes. Pas 22 minutes. Je vous ai dit de les laisser pour que moi aussi je prenne le temps. Minutes. Parce que... 10 minutes. Non. Allez-y. 22 minutes. Allez-y, 10 minutes. Ok. Merci, je salue, chers confrères. Je crois que moi je suis un homme heureux du fait que je suis libre. Heureux. Je suis libre, je parle la science. Politique. Je suis pédagogue de la nation. Je parle les sciences. Et c'est ce qu'il faut faire voir à vous. C'est bon que quand nous venons ici, nous ne sommes pas envoyés et nous ne sommes pas payés. Nous venons pour chasser l'ignorance qu'ils ont dans leur tête. On ne vous paye pas. Alors, que vous défendez parfois. Non. Alors, je commence. Je vois que les confrères, il est de la même famille que les confrères Oscar Moubiaï. Alors, je commence un peu à enlever certains points. Ici, j'entends les gens dire qu'il n'y a pas de hiérarchie en science. Non, il y a la hiérarchie. Il y a un maçon, il y a un architecte, il y a une accoucheuse et il y a une gynécologue. Deuxième chose, les professionnels du droit. Oui, on appelle quelqu'un professionnel du droit et l'autre scientifique du droit. C'est tout simplement que un professionnel soit du média, c'est tout celui qui fait de cela son métier de survie. C'est seulement ça lorsqu'on dit professionnel. Il ne faut pas que les gens interprètent ça comme un professionnel. On les appelle des professionnels et les autres sont des amateurs. Non. Professionnel du droit, cela veut dire un avocat ne vit que de son travail d'avocature. Un magistrat, un juge, il ne vit que de ça. C'est pourquoi on les appelle professionnels du droit. Mais en fait, ce sont des praticiens du droit. C'est comme moi étant qu'un avocat, je suis comme un roulage. J'interroge les codes de la route et je les fais appliquer. Vous tendez la main aussi. Sans me poser la question, est-ce que c'est un bon code ou pas? L'essentiel, c'est de comprendre la loi. Mais un professeur d'université, là c'est une autre cas. Je peux encore commencer à répondre. Je suis sur le point. Laisse, vous l'avez laissé libre. Alors, un professeur d'université,
c'est un enseignant-chercheur. Un chercheur n'est pas seulement je suis chercheur moi-même, non, un autodidacte, non. Un enseignant-chercheur, c'est sa qualité. Et un chercheur, même s'il a fait 30 ans, comme professeur Nyabirungu, comme professeur Mampuya, il reste chercheur. Un chercheur ne trouve pas. Il cherche et il cherchera. Pour toujours. Et dans tous les IEJU, les instituts d'études judiciaires, vous trouverez des équipes pédagogiques sont patronnées par des professeurs. Mais vous trouverez des magistrats, des avocats, des personnels judiciaires et pénitentiaires. En France. Donc, on reconnaît la valeur des professeurs dont la plupart sont des avocats. Troisièmement, Beaucoup de la France. les confrères, C'est un culte. les confrères Moubiaï, comme les confrères aussi Ilunga, tous se disent, ils veulent mélanger les infractions relatives aux atteintes des droits de patrimoine de la même manière. Et là, c'est une mauvaise foi. Non, c'est-à-dire quoi? C'est complémentaire. Oscar Moubiaï, lui, il fait comme synonyme. Or, les synonymes n'existent pas en droit pénal spécial. Le vol, le détournement, enregistrement illicite, comme Moïbi. En Lingala, ça s'appelle Moïbi. En Chiluba, ça passe. En Swahili, ça passe. Mais en français juridique, ça ne passe pas. Parce que chaque infraction a son article et il le sait. Donc, lorsque les confrères parlent d'enrichissement illicite par rapport à la déclaration d'un patrimoine, il s'agit d'un autre régime. Troisièmement, l'impunité. Là, on arrive maintenant dans les droits pénals où je vais essayer un peu de le faire comprendre. J'essaie un peu d'interpréter. Je quitte la dimension explicative vers la dimension compréhensive. Et c'est la plus difficile. On peut se tromper. Alors, ici c'est quoi? En droit pénal, qui est un droit qui organise la réaction de l'État contre un délinquant, tout en respectant les droits de l'homme de ces délinquants, nous amène à ce paradoxe de principe d'égalité et même le principe de gratuité. Lui, quand on l'enseignait ce principe de gratuité de la justice, je crois, étant qu'un élève étudiant intelligent, il a dit non, non, est-ce que la justice est gratuite? Non, nous payons quand même. Avant de déposer une plainte, on paye. Lorsqu'on parle de principe d'égalité, on veut dire que tous justiciables sont égaux devant la justice. Ça, c'est le principe. Mais lorsqu'on entre dans les fonds, c'est là où vous trouvez ce qu'il évoque des immunités, des privilèges de juridiction et des privilèges de poursuite. Cher ami Dan, voilà ce qu'on appelle, quand on n'est pas juriste et pénaliste, lorsqu'on veut réfléchir en morale ou en souhait, un député qui se trouve à Goma. Est-ce que vous pouvez aller... Je suis venu pour enseigner les droits. Je suis en train de répondre. Vous croyez que je ne réponds pas? Lui, il sait déjà que je suis déjà dans ses pas. Je le rencontrerai, il va voir les limites. C'est que il y a certaines responsabilités de l'État où on consacre à certains fonctionnaires ce qu'on appelle les immunités des poursuites, les privilèges de juridiction et le privilège des poursuites. Cela veut dire quoi? Un président, un parlementaire, un président de la CENI, un président de la CNDH et autres jouissent de ce qu'on appelle des immunités, mais aussi des privilèges de juridiction. Donc ils ne sont que justiciables devant la juridiction des cours de cassation.
ce monsieur-là, il a commis une infraction à Mbandaka ou bien à Bikoro. Il faut venir le juger à Kinshasa. Voilà ce que la morale, ce que les souhaits, ce que la logique veut, mais ce que le droit dit, c'est autre chose. 2 minutes. On y arrive. Non. Troisième chose. Je crois que la difficulté, c'est de comprendre pourquoi les constituants a voulu ça. Chers confrères, vous avez parlé de l'interprétation littérale, mais vous devriez parler alors de l'interprétation téléologique. Télé qui veut dire au-delà. C'est-à-dire littéral, selon la lettre, selon l'esprit du constituant ou du législateur. C'est ici, cher ami Dan, qu'il faut reconnaître que, pour ceux qui savent bien l'histoire judiciaire, on parle toujours que le droit pénal relève de la souveraineté. C'est un souverain qui distribue la justice. Et ce souverain-là, c'est lui qui détient la justice. Et c'est pourquoi on ignorait toujours son juge pénal. Et cela continue dans plusieurs constitutions. C'est pourquoi les juges pénals du pape, les juges pénals du roi, ils sont rares, vous ne les trouverez pas. Parce que c'est censé que c'est lui qui distribue la justice. Et notre constitution est tombée dans ça. Pourquoi? Première. Deuxième raison, c'est des raisons politiques contextuelles. À l'époque de 2005, où l'Assemblée nationale était présidée par Olivier Kamitatou du MLC. Tombé dans ça par rapport au président ou au premier ministre? Les deux. Ah, donc ils sont. Lorsqu'on parle, ne focalisons pas de Matata. Moi, je ne viens pas parler de l'individu Matata. Je viens parler de la fonction du président de la République et du premier ministre. Laissez-moi monter. Il reste 5 minutes. Je suis là. Moi, j'ai mon chrono. Une minute. Non. Alors, pour finir. Lorsque les constituants de 2006, vous connaissez, c'était une constitution rédigée par le belligérant. Rouberois savait qu'il sera président. Bemba savait qu'il sera président. Kabila savait qu'il sera président. Et comme ils étaient majoritaires au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ils se sont députés leurs sénateurs, ils se sont dit non. Par exemple pour Jean-Pierre Bemba, pour ne pas avoir des ennuis avec la justice, nous devons faire une formule que le président de la République en fonction doit bénéficier des privilèges de juridiction et des privilèges de poursuite. Merci beaucoup. Donc, après qu'il soit plus président, il doit continuer toujours à être sécurisé. C'était fait sciemment, c'est ce qu'on parle du droit du moment au moment du droit. Très bien. Ça existe partout. Alors, c'est quelque chose qui a existé, mais il faut réparer. Et ça sera maintenant cristallisé comment? Avec la loi sur les anciens présidents de la République. Il a abordé l'article 99, il n'a pas abordé. Avec la loi de l'article de la loi sur les anciens présidents, on vous dit encore clairement que lorsque les poursuites n'ont pas été entamées, il n'y avait pas de plainte, la personne était encore en fonction, on ne peut plus les poursuivre devant aucune juridiction. Ça, c'est encore la volonté, parce que le droit pénal, c'est un droit qui est toujours mis en place par un cadre politique. Merci beaucoup. Donc, mettez-vous à ça. Si vous vous souvenez du tribunal de Tokyo, où un général américain, Makati, par une décision, a imposé un tribunal pour poursuivre les Japonais, les officiers japonais, alors que c'est l'Amérique qui avait bombardé, qui avait commis plus de crimes, parce qu'avec la bombe d'Hiroshima et Nagasaki. C'est ce qu'on appelle le droit du moment. Donc, les droits du moment dont nous vivons
aujourd'hui, c'est un droit voulu qui sécurise le président et le premier ministre en fonction. Mais montrer que l'article 99 n'a rien à voir avec l'article 163. Moi, je trouve que... Donnez-moi la Constitution. Montrez-nous que ces deux dispositions... Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas... J'arrive. Oui. Vous allez voir. Je suis en train... Nous arriverons dans la seconde partie parce que Dan veut toujours interrompre les gens. Non, je dois... L'article 164 comme 165, c'est les droits pénals de fond. Mais l'article 166, c'est les droits pénals de forme. Qu'est-ce qu'il faut lire? Lisez ça. Dan, vous-même, lisez et je termine Là, il par se là. perd. 166. Nous sommes sur la question. Non, je ne suis pas venu parler. Non, lisez. 166. Ça n'a rien à voir avec la compétence. C'est le privilège des poursuites, ça. Ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. C'est bon? Continue. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres nationaux, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Répétez le premier alinéa. La décision de poursuite... Attendez, répétez ça. Ça va pas. Lisez très bien clairement. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant... Vous avez compris ça. La décision des poursuites, la décision de mise en accusation du président de la République et du Premier ministre est votée à la majorité de 2/3 du Congrès. Merci, on a compris. On a compris. Voilà comment, pour sécuriser le président de la République et le Premier ministre, il faut qu'il y ait un Congrès. ils les ont sécurisés par un Congrès. Or, le Congrès, là, vous trouvez le président qui est majoritaire, le Premier ministre qui est de la majorité parlementaire. Comment on peut les poursuivre? Tout ça, c'est 2006. Très bien. Consacrer ce que vous appelez l'impunité, mais c'est le droit pénal. Qui est le juge de l'ancien Premier ministre? Allez-y. Non. Réagissez par rapport à la question du Congrès. Non, moi j'aimerais réagir d'abord par rapport au Congrès. Est-ce qu'il y a un juge de l'ancien Premier ministre? Réagis d'abord. Réagissez par rapport à la question du Congrès. Maître Godefroy. Non, moi je crois que c'est... Je vous ai dit que Excusez-moi, vous avez rien dit. Écoutez, de ça. Écoute, confrère. S'il vous plaît. Écoute, confrère. Je suis professeur d'université, je suis pédagogue partout, je ne suis pas enseignant partout. Tout ce que j'ai fait, je dois communiquer le savoir-être, le savoir-faire. Platon prône la théorie des réminiscences du corps. Pour Platon, un professeur d'université qui renie la science à cause de l'argent, c'est un illettré. Ça, c'est le Platon qui le dit. Alors, je vous dis ceci. Les constituants de l'époque, d'où, par exemple, les parlementaires de Bemba, ils voulaient sécuriser Jean-Pierre Bemba, qui ne puisse pas avoir des amis parce qu'ils savaient que Bemba sera élu. La même manière, les parlementaires de Kabila comme les parlementaires de Roberwa. Et ils ont fait à ce que le président de la République, comme son premier ministre, ne puisse pas avoir un juge pénal à l'expiration de leur mandat. Mais ils vous disent, pour des infractions des droits communs, à l'expiration de leur mandat, ils peuvent répondre devant les juridictions communes. Parce qu'ils savent que là, ce sont des infractions avec ou ça amende. Et c'est pourquoi disait l'article 167. C'est moi qui ai la parole. Non, je termine parce que vous avez c'est moi qui ai la parole. Laissez-moi parler. Je vous accorderai 30 secondes. Que vous communiquez le savoir-être, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Non, restez dans le temps, s'il vous plaît. 10 minutes. Je crois que... Mais confrère, pourquoi vous n'êtes pas... Non, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous l'aviez dit. Quand je vous demande une remarque, il voulait vous interrompre chaque fois. C'était une remarque que vous m'aviez adressée. Je disais à Dan, laisse les confrères évoluer. Je vous ai fait ça 3 fois, non? Mais moi, j'ai... Pour que Dan lise seulement l'article 167. J'ai la parole. Et vous aurez le temps. J'ai la parole. Je crois qu'il est tombé dans le piège. Il vous dit que... Donc d'après lui, on ne peut pas poursuivre un ancien Premier ministre. Moi, selon la Constitution. Oui, d'après sa compréhension à lui. Moi, je maintiens, c'est d'après lui. Et ce qui n'est pas vrai. D'après lui,
on ne peut pas les poursuivre parce que ceux qui avaient fait la Constitution avaient voulu qu'il n'y ait pas d'ennui. Mais lorsque vous lisez l'article 167 de la Constitution, s'agissant des infractions du droit commun, qu'est-ce que la Constitution dit? Lisez l'article 167 de la Constitution. L'article 167, voici ce qu'il dit. Laissez N'est-ce pas? Non, non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle, confrère. Laissez-moi parler. L'article 167 de la Constitution voudrait que un premier ministre ou un président en fonction qui commet des infractions de droit commun ne puisse pas tout de suite être que l'action publique soit suspendue. De même, la prescription. Il sera poursuivi après la fin de ses fonctions. Si on voulait réellement, comme il le dit, immuniser les anciens présidents de la République ou les anciens premiers ministres, on aurait pu, n'est-ce pas, élaguer cette disposition-là. On aurait pu dire, on ne les poursuit pas. Mais voilà qu'une disposition maintient la possibilité d'avoir des ennuis à la fin des fonctions. Et lui, professeur d'université, il a vu ça. Il semble qu'il est faiseur aussi de cette constitution, mais il a vu ça quand même. Ceux qui ont fait ça, ils ont vu. Donc c'est pour vous dire que l'explication est tout à fait ailleurs. Quand j'ai posé la question ici, de savoir, faites un peu les rapprochements entre l'article 99 et l'article 160. Il vous a dit que l'article 99 s'applique à toute autre chose que ce qui est prévu par l'article 163. J'aimerais que vous puissiez lire un peu l'article 165 de cette Constitution. Parce que, je crois, lorsque j'avais parlé, j'avais insisté sur une infraction, l'enrichissement illicite. Mais lui, en tant que pénaliste, qu'il vous dise l'enrichissement illicite est constitutif de quelle infraction? Il aurait pu penser à ça. Mais malheureusement, il n'y a pas pensé. Moi, j'aimerais que vous puissiez lire l'article 165. Vous savez, moi, on ne me marche pas sur les pieds. Lorsque vous me marchez sur les pieds, vous me rendez très virulent. C'est ça le problème. Moi, je ne me laisse pas intimider par des théories venues de la France ou d'ailleurs. Moi, quand je connais, je connais. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Lisez l'article 165 de la Constitution. Vous n'avez pas rencontré la question du Congrès, hein? Je vous ai dit que c'est un piège, on va y revenir. On va y revenir. C'est un piège. Moi, j'ai tout un livre qui vient, vous allez le lire. Sur ça, j'ai parlé, j'ai abordé cette question-là. Okay. Lisez l'article 165. Parce que, en nous parlant du Congrès, il voulait fuir la question de la compétence. Nous sommes sur la compétence, il va à la procédure. Lisez l'article 165. Il a escamoté selon vous. Il a escamoté. Lisez l'article 165, alors, je veux vous démontrer qu'il est en dehors du droit. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. L'alinéa 2. Alinéa 2. L'alinéa 2. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment, lorsque le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite est constitutif, n'est-ce pas, de l'atteinte à la probité. Je vais vous démontrer encore que c'est la probité qui est réprimée par l'article 164 de la Constitution et définie par l'article 165 comme constitué notamment de l'enrichissement illicite. C'est-à-dire que lorsque vous vous enrichissez, c'est du français et je crois que même ceux qui nous suivent comprendront. N'est-ce pas? Lorsque vous vous enrichissez, vous êtes président de la République, Premier ministre en fonction, vous vous enrichissez de manière illicite, vous réalisez l'infraction d'atteinte à la probité. Je vais encore le prouver. Parce que mon estimé confrère, apparemment, il veut dire qu'il n'a pas compris ça. L'article 77. 3 minutes. Oh. L'article 77. Bon, ne me faites pas lire toutes de la loi. Bon, laissez-moi. Il y a atteinte à la probité lorsque le président de la République ou le Premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice de détournement des deniers publics
L'enrichissement illicite. Ok. L'atteinte à la probité. Je crois que c'est ça. Lorsque vous commettez l'enrichissement illicite, vous êtes reconnu, n'est-ce pas, auteur ou co-auteur de l'enrichissement illicite. Vous commettez quelle infraction? Vous commettez l'atteinte à la probité, que ça reste dans la tête. Et je vais maintenant, pour chuter, n'est-ce pas, lire l'article 83 pour vous montrer. Non, moi, je n'ai pas besoin d'être professeur pour connaître. Non. Mais je connais. Vous connaissez plus que le professeur. Je ne dis pas, je vais être modeste. Mais je dis que je connais. Vous le contredisez. Quand je connais. C'est ça le problème. Mais il enseigne déjà. Je vais, qu'il enseigne, qu'il transmette ce qu'il a. Ce n'est pas un problème. Moi, je vais. C'est pas vrai. Je vais. Mais au moins, sur ce point, ce n'est pas vrai. Parce que je montre le contraire. L'article 83 de cette loi. La Cour connaît de la déclaration du patrimoine familial du président de la République et des membres du gouvernement. Et leur en donne acte. N'est-ce pas, à l'alinéa 4. En cas d'absence de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement illicite, nous sommes encore à l'enrichissement illicite, n'est-ce pas? Les articles 99, alinéa 4 et 5, vous voyez le point commun, et 163 de la Constitution sont, selon les cas, applicables. Donc, lorsqu'il y a ces trois infractions-là, on applique l'article 163. Or, l'article 163 dit que la Cour est juge du président de la République et du Premier ministre. Mais ici, il y a un ancien Premier ministre, ancien président de la République qui sort des fonctions, mais on constate qu'il s'est enrichi illicitement. Il a réalisé l'atteinte à la probité, mais on lui applique l'article 163. Interprétation maintenant de l'article des termes président de la République ou Premier ministre contenu dans l'article 163. Je crois qu'on n'a pas besoin de lunettes pour comprendre des notions aussi élémentaires. Très bien. Merci beaucoup, maître Godefroy Ilunga. Alors, professeur, il me semble que vous fouillez la question de l'article 99. La question ici, c'est simple. 163. Vous savez... 166 plutôt. Vous savez... 166, je vais aborder. J'ai suivi mon... Vous allez au congrès. J'ai suivi mon professeur Essambo dans une interview qui disait... Il posait la question à ces étudiants de droit qui sont des avocats, des magistrats. Qui vous a appris à interpréter la Constitution? Je lui pose la même question. Qui lui a appris à interpréter la loi ou la Constitution? C'est pas un étudiant, c'est... Lui dit, je suis intelligent. Je suis né intelligent. Je lui réponds, je suis né intelligent. Très bien. Je lui ai répondu. Vous avez compris? Oui. Il dit, personne ne lui a appris à interpréter les textes légaux. Mais il est né intelligent, donc c'est un savant. Qui a appris au premier? Le premier qui a appris aux autres. Il est comme Socrate. L'œuf et la poule. Évidemment. Qui vient avant? Merci. Mais je vais vous dire... La science est aussi plus vieille que nous. Hein? Non, c'est la technique. Ah, oui. Il ne faut pas confondre la technique et la science. Alors, l'article 99. Allons lentement. Les ordres de juridiction... Je vais dire aux confrères... Je vais dire aux confrères que... On apprend. Il y a tout un cours ou même un chapitre sur les techniques d'interprétation d'une loi. Et cela selon les différentes branches du droit. Lorsque vous parlez d'interprétation, il y en a deux grandes méthodes. Littérale, où on parle de l'interprétation littérale. Nous sommes là. Nous, ça c'est des théories. Il est dans les théories. L'interprétation téléologique. Alors, j'entre maintenant. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on commence à faire le raccordement frauduleux, vous avez suivi, lui-même il a l'arrêt là. C'est lorsqu'on veut mettre des synonymes dans les infractions. C'est une aberration. Parce que vous vous attaquez au principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Il dit que l'affaire Boukangalonzo s'apparente
avec la déclaration du patrimoine. Ce que Matata il a de bien, parce que lorsqu'on parle d'infraction d'enrichissement illicite, quel est l'élément matériel? C'est parmi les infractions de blanchiment des capitaux. Où messieurs, par rapport à son trait de vie, il reflète un patrimoine, une fortune très exagérée. Et il n'est pas en mesure de l'expliquer. Ça, on parle d'enrichissement illicite. Et la procédure même, on ne demande pas au justiciable de présenter de preuves. Non, la procédure, c'est, on parle de l'inversement de la charge de la preuve. Je vous donne une parenthèse. Vous vous souvenez de l'affaire affaire 100 jours, lorsque l'épouse de Kamer, Amida, on lui pose la question de justifier où est-ce qu'elle a eu l'argent. Elle a donné toute une liste. Ça, c'est ça la procédure. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il s'agit bel et bien de l'infraction de détournement de deniers publics. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? Pour première licence, Il n'y a pas d'enrichissement illicite. suivez. On commence par ce qu'on appelle méthode d'étude des cas. Ça consiste à quoi? À présenter ce qu'on appelle les syllogismes judiciaires. Ça, c'est simple. Les confrères de mauvaise foi. Le syllogisme judiciaire concerne à quoi? 1. Vous devez résumer le fait. Les faits, c'est quoi? L'affaire Bukangalonzo, il y a eu telle dépense, tel a géré, tel a géré. Voici. 2. Vous énoncez la règle applicable. La règle du droit applicable. Et selon la hiérarchie. Il a violé telle règle de la Constitution, de telle loi organique, de telle loi ordinaire, règlement. Et après, vous faites la confrontation entre le fait et le droit pour dégager une conclusion en fait des tranchées de litige. C'est ce qu'on appelle les syllogismes judiciaires. Et vous le savez très bien. Alors, ici, dans le cas précis, je ne voulais pas entrer dans le cas Matata précisément. Vous m'avez invité pour qu'on puisse cogiter sur la possibilité de poursuivre un ancien président de la République ou un ancien premier ministre selon le droit constitutionnel pénal congolais ou selon le droit pénal congolais ordinaire. D'accord. Alors, si maintenant il veut entrer dans le dossier Matata, qu'il me dise quand est-ce que Matata a fait la déclaration de son patrimoine, quand est-ce qu'il a été interpellé pour faire la déclaration de son patrimoine, et après, au niveau du greffe, comment on a dégagé les écarts, qu'ils me disent, ça c'est le fait. Et après qu'on confronte maintenant par rapport à la disposition qu'il est en train de lire là. Mais sinon, ce sont des choses très parallèles et ce n'est pas du droit pénal. D'accord. C'est du raccordement frauduleux. C'est du raccordement frauduleux. Bon, je crois que si les étudiants nous suivent, je crois qu'ils seront franchement, Ils vous suivent tous les deux ou ils suivent seulement tous les deux? Tous les deux, ils seront très très malheureux. Pourquoi? Ils ne vont pas se retrouver. Non, je crois que quand on fait un débat, on doit se respecter. Ok? Je ne suis pas venu d'abord débattre avec vous parce que je ne vous connais pas. Il ne faut pas profiter de ce plateau pour vous faire des considérations autres. Je vous ai dit, si vous êtes disciple de Maître Oscar, alors, si c'est ça, je me retire de ce plateau. Vous êtes confrères, je vous respecte comme tel. Alors, entre confrères, me poser quand même la question de savoir qui m'a appris à interpréter, n'est-ce pas? Mais oui, vous avez le droit de le dire, mais pas moi. Vous avez ce droit, mais moi, pas je le dis moi. avec élégance, avec Mais moi, je dis, considération. mais les étudiants Nous nous suivent. devons nous Ils sont témoins. respecter. Ils sont témoins, les étudiants nous suivent, ils Et sont témoins. quel type d'étudiant? Ils sont témoins. Je vais terminer. Quel est cet Je vais étudiant terminer. qu'on lui a appris que vous êtes un vais savant, terminer. vous devez vous-même créer une interprétation Je du vais droit. terminer. Ça, c'est les étudiants qui nous suivent qui peuvent dire Je ça. vais terminer. Non, Je cher vais confrère. terminer. Je vais terminer. Moi, cher je ne suis pas confrère. politicien. Faisons le Je droit vais et terminer, débattons je vais terminer, dans cher le respect confrère. mutuel. Parce que vous savez, Ok. vous savez, une qualité d'un avocat, c'est Dans le l'humilité. respect. Ceux Dans qui le me respect. connaissent, ils savent que j'ai toujours été humble. D'accord. Mais lorsqu'on me marche sur les pieds, là, je n'accepte pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Répondez, s'il vous plaît. Alors,
Je ne sais pas si vous-même, journaliste, vous n'avez pas vu qu'il y a un problème dans la démarche du professeur. Rentrons dans la procédure. Il vous dit, vous fouillez la procédure. Il vous dit, n'est-ce pas? Bon, admettons. Il vous dit, laissez-moi, je suis en train. Admettons que le juge constitutionnel, c'est le juge d'ancien premier ministre ou du d'ancien président de la République. Ok. Je suis en train. Je vous accorde, allons dans ce scénario-là. Je suis en dans la procédure pénale. S'il vous plaît. Je suis en train d'aborder la question de l'article 166. Je suis là. Ok, merci. Je suis en train de dire ceci. Je ne sais pas si, Dan, vous n'avez pas vu qu'il y a un problème dans la logique de tout à l'heure. Il vous dit qu'on ne peut pas poursuivre un ancien président de la République, on ne peut pas poursuivre un ancien premier ministre, mais il vous évoque en même temps l'article 166 qui parle de la poursuite d'un président de la République et d'un premier ministre. Il aurait pu, pour être cohérent, vous dire aussi que cette disposition ne s'applique au président de la République, au premier ministre en fonction. Je ne sais pas si vous ne voyez pas la contradiction là. Mais, comme il dit, il admet, mais c'est en réalité ça, que le président de la République, sorti des fonctions, doit être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. J'allais aborder la loi sur portant statut du président, des anciens présidents de la République, pour vous montrer que cette loi est inconstitutionnelle. On peut la contourner et en écarter l'application. Ça, c'est prévu en droit, il le sait. L'article 160 parle des immunités des poursuites, des immunités des procédures. Ça, c'est ce que nous appelons en droit l'inviolabilité. Lorsque donc on veut poursuivre un président de la République, la loi, la Constitution voudrait que pour le poursuivre, on puisse recourir d'abord à l'autorisation du Congrès. Il y en a double, donc c'est une double autorisation. Ça, je le reconnais. Mais qu'en est-il d'un ancien président de la République ou d'un ancien premier ministre? D'abord, la loi portant fixation du statut du président de la République ou du premier ministre dit que le président de la République est irresponsable. Un ancien président de la République. Vous comprenez que cette loi, de fait, a écarté l'application de l'article 166. Le président de la République. Mais l'action qu'il aurait commise, c'est sa thèse. Il soutient cette loi, mais moi j'ai dit que c'est une loi inconstitutionnelle. S'agissant d'un ancien premier ministre. C'est l'acte de rébellion. Un avocat qui dit vous refusez une loi. Mais une loi inconstitutionnelle, je crois qu'il y a des voies. Ah, ok. Il y a des voies. J'ai dit, date aussi, il va dire aussi que poursuite inconstitutionnelle, il ne va pas se présenter. Donc vous commencez à réagir de la même manière comme le justiciable. Maintenant, il vous a parlé ici d'une interprétation téléologique. Il aurait pu également se poser la question de savoir pourquoi a-t-on voulu, n'est-ce pas, qu'avant de poursuivre un ancien président de la République ou un ancien premier ministre, le Congrès soit saisi. C'est pour tout simplement la protection des fonctions. Et lorsque vous lisez même l'arrêt Kalouba, parce qu'il a vanté les mérites de Kalouba ici, n'est-ce pas? Oui. Il dit qu'il s'agit de la protection des fonctions d'un individu. On ne protège pas l'individu. Mais la fonction. On protège la fonction. Qu'est-ce qui reste maintenant de la protection de la fonction lorsque la personne est sortie des fonctions? Voilà la question. Est-ce qu'on peut continuer à solliciter 30 secondes. le Congrès pour pouvoir le poursuivre alors qu'il est sorti des fonctions? Il n'est plus en fonction. Un peu. Je reviens à la loi. Pour conclure, oui. Cette loi-là, la loi portant statut des anciens présidents de la République, elle ne protège qu'un président, un ancien président de la République élu. Et qui est le président, l'ancien président de la République élu? Lisez l'article 2 de cette loi, confrère. Vous allez voir qu'il s'agit de ceux qui sont entrés en fonction par la voie des élections et qui ont exercé le pouvoir conformément à la Constitution. Très bien. A contrario. Pour conclure. Lorsque vous n'avez pas exercé le pouvoir conformément à la Constitution,
vous n'êtes pas protégé. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui va vous juger. Et lorsque vous lisez l'article 83 de la loi ici, pour conclure, 83 de la loi organique. La loi organique. Sur la Cour constitutionnelle. Sur la Cour constitutionnelle. Elle indique comment la Cour est saisie. Je m'excuse assez rapidement. Ok, j'ai la loi avec moi. Madame, vous tolère très bien. Non, mais... non, on peut expliquer plus, je donne la parole. Donne-moi la constitution. Lorsqu'il est fait application de l'article 5 de l'alinéa 5 de l'article 99 de la Constitution, la Cour est saisie aux fins de poursuites pénales à la requête du procureur général agissant d'office. Très bien. À la requête ou sur plainte de toute personne. Le procureur général agit d'office. D'office. Titre. Je crois que déclaration patrimoine familial. Très bien. C'est une infraction qui est commise dans ce cadre. Mais l'article 163 est là. L'article 163, j'ai compris, merci. Je vous ai lu. Merci. Je crois que nous n'avons pas des intérêts partisans. Nous nous rencontrons pour la beauté du droit ou de la science. Ok? Alors, soyons un peu élégants, respectueux entre les uns et entre nous-mêmes. C'est que moi, je suis heureux du fait que j'ai étudié les droits pénals comparés. Et je vais vous le démontrer. Nous rentrons dans le droit pénal de forme, droit pénal procédural. Et les confrères, j'ai aimé lorsqu'il dit, même s'il est avocat, il a des lois qu'il lui doit respecter et d'autres lois qui sont inconstitutionnelles, lui, il ne peut pas le respecter. Je crois qu'il s'appuie à l'article 28 de la Constitution où on demande à tout Congolais de ne pas obtempérer à un ordre manifestement illégal. C'est la position des avocats de Matata Pogno, sa position. Ce n'est pas ce que c'est-à-dire tout ce qui est constitutionnel, il ne faut pas s'y soumettre. Je ne le dis pas. Alors, nous rentrons dans la procédure. Allons dans le scénario que le juge constitutionnel et le juge pénal du président de la République et du Premier ministre en fonction comme en dehors des fonctions pour les infractions politiques commises dans l'exercice de leurs fonctions. Admettons que c'est vrai. Mais là où, si c'est vrai, alors on respecte la procédure. Que dit la procédure? La procédure, c'est que la Cour constitutionnelle a un parquet général à côté. Et ce parquet général est coiffé par un procureur général près la Cour constitutionnelle, qui n'a que deux justiciables, le président de la République et le Premier ministre, ainsi que leurs complices et co-auteurs. Et si maintenant il y a une infraction, qu'est-ce que lui doit faire quand il déclenche sa procédure? C'est ce que vous avez lu. Il doit d'abord obtenir la décision de poursuite. Et pour l'obtenir, c'est devant le Congrès. Le confrère dit que non, ça parce qu'on protège la fonction. Même en dehors, non, si c'est à l'expiration de sa fonction, on n'a plus besoin de demander au Congrès. Mais je vais lui dire, c'est là où je suis un peu à l'aise. Je vais vous montrer le cas de l'article 68 de la Constitution française avec des jurisprudences où Laurent Fabius, Premier ministre, non, je vous dis, c'est pas la France. Non, quand vous dites nous ne sommes pas en France, cette Constitution, nous l'avons, il connaît le mimétisme. Ok? C'est ce qu'on appelle les droits comparés, les droits pénals comparés. Alors, en France, nous avons le membre du gouvernement sont jugés devant la Cour de justice de la République. Et cette Cour de justice de la République
est composé de 12 parlementaires. Donc, 6 venant de l'Assemblée nationale, plus 3 magistrats de carrière qui viennent des conseils de la Cour de cassation et un qui préside cette cour. Mais regarde le privilège des poursuites qu'avait connu l'ancien Premier ministre et les anciens ministres français. Laurent Fabius, c'est un Premier ministre de Mitterrand. Mais il sera poursuivi sous Chirac. Et comment la procédure a été? 1. On le présente, la plainte est d'abord déposée à la commission de requête. Laisse-moi, je suis dans mon temps. Après la commission de requête, on juge recevable, on envoie au procureur général près la Cour de cassation. Après l'examen, le procureur général près la Cour de cassation envoie ça à la commission d'instruction, qui statue par l'arrêt de rejet ou de déférer devant la Cour de justice de la République. Et Laurent Fabius a été acquitté. Deuxième, c'était